Aujourd'hui, on se retrouve pour une affaire qui m'a énervée à un point. Cette affaire, c'est celle de la jeune Samantha Coing, âgée de 18 ans, qui s'est fait enlever à Anchorage en Alaska, alors qu'elle bossait de nuit dans une petite station-service, comme job étudiant. On est le 1er février 2012 quand la journée se déroule normalement, comme à son habitude. Ce jour-là, Samantha travaille de nuit, enfin de soir plutôt, elle doit finir aux alentours des 23h. C'est son père, James, qui est censé venir la récupérer à la fin de son travail. Arrivé sur les lieux, il y a personne. Samantha n'est pas là. James et Samantha vivaient avec le petit ami de Samantha, Duane, et ce jour-là, en fait, ils se sont disputés. Du coup, tout le monde s'est dit le soir du 1er février que c'était pas grave, qu'elle allait rentrer un peu plus tard, vu qu'ils étaient un peu en froid. Sauf que le 2 février, personne n'a de nouvelles. Elle a pas envoyé de message pour dire qu'elle rentrait le lendemain, elle répond pas aux appels, elle répond pas aux messages, rien du tout. James se rend à la police d'Anchorage pour déclarer sa disparition. Sauf que la police d'Anchorage ne prend pas du tout ça au sérieux tout de suite, ils se disent juste qu'elle a fugué. Et dans 90% des affaires, c'est ce qui se passe. Puis la police va quand même commencer à s'inquiéter et commencer à chercher. James et Duane vont être interrogés chacun leur tour. Duane, pendant son interrogatoire, va dire que dans la nuit du 1er février au 2 février, il y a quelqu'un, un homme vêtu tout de noir, qui est venu dans sa voiture fouiller et qui a récupéré donc le permis de conduire de Samantha et la carte bancaire qu'ils avaient en commun les deux. Vous savez, avec un compte commun où dessus il y avait quelques dollars quoi, ils étaient pas riches quoi. À ce moment-là, Duane est suspecté parce que la police se dit pourquoi il nous l'a pas dit avant. James lui de son côté va créer une page Facebook pour aider aux recherches et en même temps créer une cagnotte pour pouvoir justement financer les recherches. Et James aussi va être suspecté parce qu'en fait il a pris un peu d'argent de la cagnotte pour s'en servir lui personnellement pour payer les factures. Plusieurs jours se passent, voire semaines, et on ne la trouve toujours nulle part. Donc là, les recherches deviennent de plus en plus sérieuses et c'est le FBI qui va prendre l'affaire en main. Toujours avec la police d'Anchorage. Donc on est en 2012 et en fait, moi ce qui m'a énervé dans cette affaire, c'est qu'il y a personne qui a pensé à tout de suite regarder les vidéos de surveillance de la station-service ou de la ville autour. Ils décident de regarder les vidéos de surveillance et en fait on voit que les vidéos ont été coupées à un moment. Et avant qu'elle soit coupée, on voit Samantha, donc un peu en panique derrière, qui va refermer, qui éteint tout. Donc là, ils vont prendre vraiment la chose beaucoup plus au sérieux. Et en fait, ce qui m'a aussi énervé, c'est que donc on est en 2012, donc les avancées scientifiques sont déjà bien bonnes, on va dire, et ils n'ont pas pensé à sceller la station-service. C'est-à-dire que le lendemain, ils ont réouvert et tout le monde a travaillé normalement, donc les empreintes, tout ça, tout a disparu. On est le 24 février, quand Duane reçoit un message du portable de Samantha. Sur ce message, il y a une photo. C'est une photo de Samantha maquillée à fond, enfin les traits super tirés, coiffée avec des nattes et tout ça, et le journal du jour. Sur cette photo, on sait toujours pas si elle est en vie ou morte. Je vais pas vous la mettre ici la photo, je vous laisse aller la chercher sur Google en tapant juste Samantha Coing, parce que j'ai peur que ma vidéo elle saute à cause de ça, parce que maintenant on sait que donc sur la photo elle est morte. Le ravisseur demande 30 000 $, alors que la cagnotte elle est à presque 100 000 $, donc on comprend pas pourquoi il demande pas plus. Mais bon, ça c'est un détail. Je vous ai dit que sur le compte commun, il y a très peu d'argent. Et en fait, le ravisseur va essayer de retirer, sauf que ça va être un paiement refusé en gros, vu qu'il n'y a pas d'argent. Donc là, ils se sont dit, ah mais on va quand même essayer de le tracer comme ça. Donc ils vont regarder les vidéos de surveillance des banques, mais on dirait que cette personne-là est très intelligente et qu'elle sait où sont les caméras. La seule chose qu'on voit, c'est un homme remonté dans une Chevrolet blanche. Toutes les Chevrolets de l'État vont être fouillés, de A à Z, mais personne ne va rien trouver. La rançon, elle a été versée. Donc le ravisseur va retirer plein de petites coupures, 500 $, 300 $, enfin des petites coupures. On se comprend quoi, mais il va pas tout retirer d'un coup. Parce que le plafond, il est pas assez gros pour qu'il puisse tout retirer. Et là, le FBI, il réussit à mettre la main sur quelqu'un. Sauf que cette personne-là, elle est au Texas. Et ça, c'est super bizarre. Parce que de l'Alaska au Texas, il y a quand même plusieurs jours de route. Et là, genre par exemple, 48 heures avant, il était encore à Anchorage en Alaska pour essayer de retirer de l'argent. Au début, ils se disent que c'est pas possible. Puis après, ils se sont dit que peut-être ils sont deux. Un qui conduit pendant que l'autre il dort, etc. Pas du tout en fait. Le FBI d'Anchorage va appeler les Texas Rangers du Texas, clairement, parce que c'est là où la carte a émis un dernier signal. Donc les Texas Rangers vont prendre l'affaire en main et ils vont retomber donc sur une Chevrolet blanche en regardant les vidéos des banques. Et là, il faut trouver une raison pour l'arrêter, parce que ça se trouve, le mec qui est dans la voiture, il a rien à voir avec tout ça. Donc ils vont suivre la Chevrolet. Ils vont prendre comme excuse un petit excès de vitesse.
Ils arrêtent la personne qui est dedans. Et dedans, sur le permis, c'est marqué Israel Keyes. Un homme qui n'a jamais fait parler de lui, qui n'a jamais été arrêté, qui n'a jamais eu d'excès de vitesse, qui n'avait jamais eu affaire avec les forces de l'ordre. Israel Keyes, il est né à Richmond en 1978, dans une famille assez particulière, on va dire. Sa famille était nomade et mormon. Donc ils bougeaient tout le temps. Ils avaient de l'argent, mais ses parents préféraient vivre dans des petites cabanes que eux-mêmes construisaient. Et ça, Israel Keyes, au bout d'un moment, il en a eu ras-le-bol. Il est parti de chez ses parents, il a trouvé une copine avec qui il a eu un enfant. Ils se sont séparés, puis après il s'est trouvé une autre copine, et ils se sont installés à Anchorage. Donc là, on retourne au Texas et on est le 13 mars 2012. Les Texas Rangers décident de fouiller la voiture d'Israel Keyes, donc dedans ils vont trouver énormément de trucs qui peuvent l'accabler. Énormément de boissons énergisantes, des cachets pour pas dormir, vous savez, style des vitamines mais beaucoup plus forts, des stimulants quoi en gros, une veste, des chaussures, une cagoule, une lampe frontale, un téléphone portable avec la batterie enlevée. Là ils se disent qu'ils ont assez pour l'arrêter. On passe aux premiers interrogatoires. Au début, il va totalement nier. Il veut même pas parler avec les Texas Rangers ou le FBI. Il est vraiment... il se tait quoi, il y a des gros blancs dans la salle. Puis, en fait, dans tout ça, il y avait un inspecteur qui était une femme qui s'appelait l'inspecteur Doll, et Israël ne voulait parler qu'à elle. De tous ces interrogatoires, c'est à peu près la seule chose qu'a dit Israel Keyes au début. Donc, à l'inspecteur Doll, il va demander quelque chose en échange d'aveu. Au début, ce qu'il va demander, c'est que son nom n'apparaisse pas dans les médias pour pouvoir protéger sa fille. Et il va avouer le meurtre de Samantha. Il va dire où est caché son corps, ce qu'il s'est passé, comment il a fait. Donc il a bien enlevé Samantha à son travail. Ils ont traversé la rue. Ils sont passés devant un groupe d'une vingtaine de personnes. Pour vous dire à quel point cette histoire m'a énervée. Devant une vingtaine de personnes, Samantha a essayé de s'enfuir. Le groupe de 20 personnes a regardé en mode il se passe quoi? Israël a juste dit non, bah c'est rien, voilà quoi. Il l'a menacée, donc l'a tuée, donc elle est restée dans la voiture. Il l'a emmenée chez lui. Il l'a mis dans sa cabane de jardin. Il lui a fait des choses atroces, puis après il l'a tuée et découpée. Il a mis les restes de son corps au fond d'un lac gelé, parce qu'en Alaska il fait très froid, donc ça se conserve très bien. Donc c'est là où la police va retrouver le corps de Samantha. Mais c'est pas tout, sinon ce serait trop rapide. Donc là, le meurtre de Samantha est terminé, on a les aveux, on a le corps, on a tout. Israel Keyes va dire qu'il veut avouer d'autres meurtres en échange d'autres choses. Il veut une date d'exécution contre d'autres aveux. Donc là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi? En fait, c'est pas la seule qui l'a tué? La police, le FBI et tout ça acceptent. Il va avouer le meurtre des Currier, donc qui s'est passé en 2001, donc 11 ans avant. C'est énorme de se dire que pendant 11 ans, on n'a pas réussi à trouver qui avait fait ce meurtre-là, où sont passés les gens, etc. Et que là, on trouve un mec et que ça y est, il avoue 3 meurtres comme ça d'un coup. Je trouve ça fou. Donc il va expliquer comment ça s'est passé pour les Currier. Il va dire qu'il avait juste eu une pulsion de tuer quelqu'un, qu'il avait trouvé cette maison-là, qu'il est rentré, qu'il a violé la dame, qu'il a tué le couple, qu'ensuite il a descendu les corps à la cave et qu'il a mis le feu à la maison. Et c'est pour ça qu'on ne retrouvera pas les corps. Il va ensuite avouer le meurtre de 4 personnes à Washington. Pareil, il veut pas donner de nom ni de corps. Donc il va aussi avouer le meurtre d'un homme, pour lequel on ne retrouvera pas le corps non plus. Et pour le moment, c'est tout ce qu'il a voulu dire. Lors de son procès, donc il attendait sa date d'exécution, sauf que le jury faisait traîner le truc. Et en fait, Israel Keyes va essayer de s'enfuir au moment du procès. Parce que le commissariat de police ou le tribunal n'était pas adapté à une personne aussi dangereuse, donc pour lui c'était très simple d'essayer de s'enfuir. Il a tout de suite été rattrapé. Il allait avoir son deuxième procès quand on l'a retrouvé mort dans sa cellule le 2 décembre 2012. On n'en saura pas plus. Et je trouve que c'est le pire pour les familles qui ont perdu des gens, des disparus. On saura jamais la vérité. Alors que ça se trouve c'est lui. Parce que la police a essayé de voir sur internet les disparitions au moment où Israel Keyes était dans certains états, parce que je vais vous mettre la carte de tous les états où il est allé, et c'est énorme en si peu de temps. Donc on n'en saura pas plus sur les autres meurtres qu'il a pu commettre. On sait aussi qu'il a caché des packs, il appelait ça des packs, où dedans en fait il y avait des armes pour pouvoir tuer quelqu'un. Si jamais par exemple il cachait un pack à New York et que d'un coup il avait une pulsion et qu'il avait envie de tuer quelqu'un, il allait chercher son pack et il tuait la personne. Et il y en a plein qui n'ont pas été retrouvés non plus de packs.
Voilà, donc ça c'est l'histoire qui m'a le plus agacée, on va dire, parce que je me dis que tout aurait pu être fait différemment, même si encore une fois je suis pas du tout pro ni rien du tout, mais quand on a la fin de l'histoire, oui, on se dit que ça aurait pu être fait différemment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si aussi vous avez des histoires qui vous intéressent ou que vous voudriez que je raconte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.